Merci d'être avec nous pour suivre cette édition dominicale sur la télévision Labari. Tout de suite les titres. Meeting cet après-midi au siège du PNDS Taraya pour honorer une délégation du Parti communiste chinois. Ils étaient nombreux les militants qui ont fait le déplacement. Cérémonie de vernissage de 7 albums du groupe Anashua de Hapsou Garba, c'était hier au palais du Bénéficie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Un invité sur ce plateau, il s'agit du docteur Hima Maman, il est membre de l'ONG Agrimet, donc une ONG active dans le domaine de l'industrie extractive. Docteur Hima, bonsoir. Bonsoir. Et merci donc d'accepter notre invitation. Le temps de revenir avec Dr Hima Maman, signalons cette activité cet après-midi au siège du PNDS Taraya. Une délégation du Parti communiste chinois est en visite à Niamey sur invitation du Parti nigérien pour la démocratie donc, et le socialisme, le PNDS Taraya, conduite par le vice-président du 12e comité du conseil consultatif de la Chine du Parti communiste. Cette délégation aura une séance de travail avec ses homologues du Niger. Cet après-midi, donc, un meeting a été organisé à son honneur. À cette occasion, le président du parti s'est intervenu en ces termes. C'est pour mon parti un privilège et un honneur, monsieur le vice-président du comité national de la conférence consultative, de vous accueillir ici à Niamey en visite de travail avec notre parti. Le département international du comité central du Parti communiste chinois nous a fait la promesse de cette visite il y a de cela un peu plus d'un an, lorsque j'avais conduit une visite du PNDS Taraya en Chine à l'occasion des nombreuses rencontres que j'ai eues avec vos différentes délégations. Cette visite dénote l'intérêt que vous accordez aux relations entre nos deux pays. Elle est aussi la marque de l'intérêt que le Parti communiste chinois accorde au Niger et à l'Afrique de façon générale. La visite nous donnera l'occasion de discussions importantes qui détermineront de façon considérable l'avenir des relations entre nos deux partis, mais aussi l'avenir des relations entre nos deux pays. Monsieur le vice-président, la coopération entre le Niger et votre pays est devenue une des coopérations les plus intenses. Vous êtes celui qui entretient dans ce cadre avec le Niger la coopération de loin la plus importante. Le portefeuille actuel de notre coopération contient en promesse de grandes réalisations qui verront le jour les toutes prochaines années, sinon les prochains mois. Je vais entre autres citer l'hôpital de référence de plus de 400 lits qui est en train d'être construit ici même dans la ville de Niamey. En plus du fait que cet hôpital sera le plus grand de la place, il sera aussi le plus moderne et il sera en mesure de prodiguer les services qui nous font cruellement défaut aujourd'hui et qui nous contraignent de référer à l'extérieur bien de nos malades. Nous sommes très fiers de savoir que ce sera le plus grand hôpital que la Chine construirait en Afrique de façon générale, mais en tout cas en Afrique de l'Ouest à tout le moins. Nous y reviendrons donc plus en détail sur cette cérémonie dans notre édition de demain. Politique encore, un grand militant du moderne FA Lumana a fait défection. Il s'agit de El Hadja Zakou Djibodi Zakay, président de la coordination Lumana de Wallam, qui a adhéré au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya. C'était hier lors d'une cérémonie organisée à Wallam. Le point avec Asmana China et Omar Moussa.
Ce n'est plus une rumeur, c'est fait. Zakou Jibo, président de la coordination départementale du Modèle Lumana Africa de Walam et sa base ont rejoint le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. L'acte de cette adhésion a été posé ce samedi 11 janvier 2014 dans une ambiance festive qui a mobilisé une foule immense. Tout le monde s'est mobilisé comme pour dire « Zakai, nous sommes avec toi partout » en reconnaissance de ta générosité à notre égard. Juste après la mise en place du deuxième gouvernement de la 7e République, consacrant le gouvernement d'union nationale, les militants du modèle FA Lumana de Walam ont constaté que notre parti désapprouve cette option. C'est pourquoi, après une large concertation de l'ensemble des structures de base autour de son coordinateur, Al-Haji Zak Jibo Dizaki, vu le respect scrupuleux de l'engagement de son Excellence Issoufou Mahamadou d'unir toutes les filles et fils de notre pays pour le développement socio-économique, vu la précipitation avec laquelle notre parti a pris la décision unilatérale de quitter l'alliance de la majorité au pouvoir, vu les multiples programmes et projets de développement socio-économique dont on peut citer entre autres le barrage de Kandaji, la boucle ferroviaire du Liptako, le projet de la cimenterie de Salakadamna, la construction des routes, le projet Nyame-Nyala, etc. Vu la place de choix qu'occupe aujourd'hui notre pays et qui fait de lui un pays émergent, nous, militants du modèle FA Lumana de Walam, décidons de quitter définitivement le parti modèle FA Lumana pour adhérer à compter de ce jour au parti PNDS Taraya. Apportons notre soutien ferme à son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dans son combat de tous les jours pour la consolidation de la paix dans notre pays. Soutenons le gouvernement de large ouverture sous la conduite de son Excellence Brigitte Raffini, homme de grande sagesse et de vision éclairée. L'arrivée de nouveaux militants du PNDS a été accueillie avec enthousiasme. Reste à œuvrer davantage pour le rayonnement du parti. Au nom donc de la section PNDS Taraya de Walam, nous prenons acte de cette déclaration et souhaitons bonne arrivée à Zak Jibo et à l'ensemble des militants et militantes qui ont bien voulu l'accompagner dans cette aventure que nous voulons belle. Et pour cela, nous souhaitons vivement que l'ensemble des militants et des militantes du PNDS Taraya comprennent et acceptent une situation que nous dirons peut faire prospérer notre parti dans la région. Et nous demandons en tout cas ce que l'ensemble de nos camarades aient une certaine sérénité à leur niveau, que ceux qui nous rejoignent aient une certaine sérénité pour que nous puissions travailler dans la sérénité pour le même but, celui de faire progresser le PNDS, pour le but de faire en sorte que le PNDS fasse des choses merveilleuses pour ce Niger. Dans une intervention en Zarma, Zakou Jibo a expliqué à la base qu'ils n'ont désormais d'autre parti que le PNDS Taraya et promet un nombre de voix comparable à celui de Ilela à l'issue des élections de 2016. Je l'annonçais donc en début de cette édition. Nous recevons sur ce plateau Dr Hima Maman et les membres de l'ONG Agri Iman, une ONG donc active dans le domaine des industries extractives. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer donc, docteur, c'est cette affaire toujours entre Areva et le Niger, et une affaire donc qui a amené plusieurs organisations de la société civile nigérienne à se réunir au siège du Rotab pour rendre publique une déclaration. Docteur, qu'est-ce qui a motivé cette mobilisation des organisations de la société civile pour commencer? Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir relayer la déclaration de presse
des organisations de la société civile qui s'étaient réunies le vendredi 10 janvier 2014 au siège de Rotab. Ce qui a motivé, c'est que aujourd'hui, tout le monde le sait, depuis le 31 décembre 2013, l'accord qui liait Areva au Niger dans le cadre de l'exploitation des mines de Cominac et de Somaïr était arrivé à terme et que des dispositions n'avaient pas été prises notamment durant toute l'année 2013 pour entamer des négociations pour que on puisse savoir exactement quelles sont les nouvelles mesures ou le nouveau type de contrat qui sera fait avec Areva. La grande inquiétude de l'ensemble des organisations de la société civile, c'est que il y avait quand même un point d'achoppement. On se rappelle que c'est en 1993 qu'il y avait eu le code minier nigérien, qui a été d'abord modifié en 1999, puis il y a eu un nouveau code minier en 2006 et qui a même été suivi le mois d'août de la même année d'un décret d'application. Déjà en 2003, en 2006, quand le nouveau code minier était voté au Niger, Areva avait dit qu'on ne pouvait pas lui appliquer ce nouveau code minier puisqu'il était déjà dans une situation contractuelle. D'autres discussions sont menées, mais toujours est-il que le gouvernement, ceux qui avaient la charge des affaires publiques à l'époque, n'ont pas modifié les dispositions du contrat qui était en cours. Bon, Areva, pour eux, c'était un peu comme si on n'était pas sûr qu'on était arrivé en 2013. C'était lointain pour eux. Maintenant, comme nous sommes arrivés en 2013, aujourd'hui, le principal argument qu'ils utilisent, c'est qu'ils ne veulent pas que cette nouvelle loi minière, souverainement adoptée au Niger, leur soit appliquée. Voilà la grande inquiétude des organisations de la société civile nigérienne. Donc, docteur, qu'est-ce qui entoure donc ces négociations entre le Niger et Areva? Jusqu'à présent, les Nigériens attendent de voir clair sur ce qui se passe entre ces deux parties. Et récemment, il y avait eu une mission de Areva ici au Niger qui ont eu des entretiens et jusqu'à présent, rien n'est filtré. Et vous, comment vous comprenez cette situation? Vraiment, il faut dire que le gouvernement ne communique pas assez. Puisque, dans tous les cas, aujourd'hui, il y a un éveil de conscience et au-delà des associations, des ONG et des regroupements d'ONG qui s'intéressent à cette question minière, eh bien, aujourd'hui, d'autres groupes sociaux s'intéressent à l'exploitation de nos ressources. D'abord, il y a eu des grandes avancées au Niger, puisque la Constitution de 2010 a dit clairement, a proclamé la souveraineté du Niger sur ses ressources naturelles. Deuxièmement, il y a quand même des dispositions coercitives pour ceux qui désormais vont venir, des compagnies étrangères qui vont venir faire des recherches ou exploiter les ressources du sous-sol. Mais là n'est pas le problème. Le grand problème, c'est que de tout temps, il y avait une forme d'opacité en ce qui concerne les ressources minières, l'exploitation des ressources minières dans la plupart des États africains. La première chose que nous pouvons relever dans le cas du Niger, c'est d'abord même ce que l'ITIE, donc l'initiative pour la transparence pour les industries extractives, à travers son secrétariat général, le mois d'octobre 2012, a fait ressortir des chiffres qui faisaient froid à l'ensemble des Nigériens. Et l'ITIE avait dit à l'époque que l'uranium particulièrement ne contribuait que pour 67 milliards annuels pour le Niger. Donc vous voyez déjà, quand aujourd'hui les pouvoirs publics, la société civile et l'ensemble des Nigériens aujourd'hui veulent réellement profiter des ressources minières et qu'on se rend compte que ces ressources minières interviennent pour epsilon, une part totalement insignifiante
dans le budget national. Donc on se pose même la question, est-ce qu'il faut réellement exploiter ces ressources naturelles? Maintenant, ces ressources minières. Maintenant, le grand problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut les exploiter, mais dans des conditions dans lesquelles les Nigériens vont réellement bénéficier de ces ressources du sous-sol. Donc, docteur, c'est ce qui a amené donc les organisations de la société civile signataires donc de cette déclaration à demander dans un délai plus bref l'audit donc de l'exploitation de l'uranium au Niger. L'audit, en fait, c'est un certain nombre de revendications que les organisations de la société civile ont portées à l'ensemble des Nigériens et aux autorités en place. Le premier, c'est qu'il y a eu un audit qui a été commandé par les autorités. Nous voulons que l'audit soit public, qu'on sache qu'est-ce que l'audit a donné. Ça fait un gage de transparence et de bonne gouvernance. Qu'on sache réellement qu'est-ce qui se passe dans le secteur minier. C'est les pouvoirs publics qui ont demandé l'audit. L'audit a été fait, mais il faut rendre l'audit public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du point de vue constitutionnel, il est clair que on dit dans cette disposition de la Constitution que les ressources minières appartiennent au peuple nigérien. Plus loin, on dit que l'État doit exercer sa souveraineté sur l'ensemble des ressources minières. Alors nous sommes étonnés qu'une société qui vient du pays de Montesquieu, qui a donné l'esprit des lois, veuille ne pas tenir compte des dispositions locales, des dispositions nigériennes, et elle veut qu'on lui taille une convention ou des dispositions à sa mesure. Vous voyez qu'il n'y a pas d'issue possible. Ce qui nous lie aujourd'hui, ce qui fait que l'État existe, ce sur quoi aujourd'hui nous sommes dans un État, c'est parce qu'il y a une constitution, parce qu'il y a des lois, il y a des règlements. On ne peut pas aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, traiter au cas par cas des questions aussi essentielles qui sont celles de l'exploitation minière. Donc ce que la société civile demande dans un premier temps, c'est tout simple, plus de transparence. Rendez public l'audit sur les industries minières. Donc, docteur, ces organisations ont aussi exigé le retrait pur et simple du permis du Mouraren et de son reversement au patrimoine national. Est-ce que ça va être possible? Bon, vous savez, avant que cette demande ne soit formulée, c'est que Areva vraiment jouer au chat à la souris. Vraiment, c'est une forme de duperie dans laquelle Areva veut plonger le Niger. Je vous ai dit qu'elle refuse systématiquement de considérer comme élément de départ la loi minière en vigueur au Niger. Deuxièmement, elle a dit tout clairement, puisque maintenant Imouraren, on lui a donné le permis d'exploitation du Mouraren, Areva fait du dilatoire. Théoriquement, la mise en exploitation du jugement devait commencer en 2011. Elle a différé en 2013. Puis maintenant, elle nous parle de fin 2015, début 2016. C'est déjà ambigu. En réalité, nous savons que ce qui l'importait, c'est que elle réserve pour elle le jugement du Mouraren pour que ça ne soit pas un autre pays ou d'autres compagnies minières qui vont l'exploiter. Donc elle a fait même basse à travers ce permis d'exploitation-là sur le jugement du Mouraren. Elle veut définir elle-même le chronogramme d'exploitation. Mais ce n'est pas à Areva de dire quand est-ce que le Niger va exploiter une mine dans ce pays-là. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, mais quand le contrat avec la Areva est venu à terme, Cominac, Somaï, ils sont dans une situation où apparemment ils font du chantage. Ils menacent de fermer. Bon, mais fermer, s'ils disent qu'ils ne veulent pas, dans tous les contrats, il y a des clauses de renonciation. Si ça ne leur sied pas les conditions du Niger, ils n'ont qu'à nous laisser la paternité de notre ressource, puisque nous sommes liés avec eux, avec un contrat, et le contrat là est venu à terme. S'ils ne veulent pas négocier dans notre condition, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement va s'obstiner à continuer toujours avec Areva. S'il y a d'autres repreneurs
Mais on n'a qu'à ouvrir le marché et que s'il y a d'autres repreneurs, ils n'ont qu'à prendre. Mais il est hors de question que Areva vienne fixer les conditions dans lesquelles, en dehors des dispositions nationales, les conditions dans lesquelles elle va exploiter ses ressources minières. Donc, docteur, le temps de revenir avec vous, notons cette initiative des anciens élèves de l'école Canada qui ont pensé à un de leurs maîtres d'école de longue date. Il s'agit de leur vieux instituteur, maître Michel, auquel ils ont rendu visite hier à son domicile ici au quartier Yantala. C'était en présence de notre reporter Michel Djedji. Il y a 50 ans que je suis dans vos mains. Vous êtes très dans vos mains. Maître, comment allez-vous? Mes grands bébés. Originaire du Dahomey, maître Michel est l'un des plus vieux instituteurs qui ont vu la vocation de l'enseignement germer en eux avant même la période des indépendances. Il a eu à former à l'école primaire plusieurs cadres de l'administration nigérienne et des hauts gradés de l'armée, à l'exemple du général Boubacar Mahmoudou. Moi, depuis l'entrée en 6e en 69, je ne l'ai plus revu. Et là, je viens de le voir métamorphosé par l'âge et tout de même réconforté de le trouver en pleine forme et encore très lucide. À la mémoire de ses anciens collègues instituteurs et anciens élèves disparus, maître Michel a demandé qu'une minute de silence soit observée pour le repos de leur âme. Je me réjouis aujourd'hui de leur venue pour me rendre visite. Parce qu'il n'est pas facile que parmi certains des anciens élèves ou des anciens enseignants aient une occasion de ce genre. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, les bénisse et qu'ils grandissent en âge et en sagesse. Comme ils sont venus me voir, que d'autres aillent les voir aussi. Maître octogénaire toujours actif, il a su garder pendant plusieurs décennies des souvenirs inoubliables de ses anciens élèves auxquels il avait toujours l'habitude de prodiguer de sages conseils. En guise de reconnaissance pour les bienfaits de l'éducation reçue, la délégation lui a offert une modeste enveloppe. Peut-être un bel exemple de gratitude à suivre à l'égard des enseignants dans un contexte où ce métier jadis noble est de plus en plus dévalorisé. Merci Michel Djedji. Donc, maître docteur Hima, je reviens avec vous. Vous aussi, donc, vous étiez un ancien élève de cet ancien instituteur. Docteur, donc, parlons maintenant un peu de l'aspect sanitaire de l'exploitation de l'uranium au Niger. Et quelles sont les conséquences de cette exploitation de l'uranium, surtout à la population de cette localité? Oui, c'est vrai qu'il y a un aspect qui est beaucoup occulté, qui sont en général vraiment les atteintes environnementales. Et surtout aussi les problèmes sanitaires qui sont liés particulièrement à l'industrie minière et surtout à l'exploitation de l'uranium. Nous sommes très inquiets puisque aujourd'hui c'est près de 40 millions de mètres cubes de tonnes d'uranate ou de déchets solides qui sont en pleine nature et qui entraînent une méga pollution dans toute la zone d'Arlit. Deuxièmement, il y a quand même une surexploitation des ressources en eau. C'est des milliards de mètres cubes sur des réserves fossiles. Et il y a aussi même une atteinte, une pollution de la nappe phréatique qui a été démontrée en 2006 grâce à certains de nos partenaires avec lesquels nous travaillons, notamment la CRIRAD. Maintenant, les choses ont évolué, puisque au début des années 74, 75, voire 79, il n'y avait quasiment pas de mesures de protection collective et individuelle. Des efforts ont été faits, mais aujourd'hui, je peux dire tout simplement que la radioactivité a fait forcément beaucoup de malades et avec des pathologies lourdes, chroniques, handicapantes. Et il ne faut pas avoir peur du mot, notamment des cas de cancer dans ces zones, des cas de malformation, mais surtout des cas de maladies respiratoires et des leucémies qui sont certains types de cancers sanguins. Il y a eu une dynamique conjointement avec le Gabon
où on a mis en place des observateurs de santé dans ces régions. Mais aujourd'hui, c'est désolant de le dire, déjà les principaux animateurs, en tout cas en ce qui concerne le Niger, c'est des gens qui ne s'étaient pas surtout intéressés à la situation sanitaire des travailleurs et des populations locales. Nous, ça ne nous étonne pas aujourd'hui de la manière dont les consultations sont faites, de la manière dont le suivi des malades est fait. Tout laisse à croire qu'on veut juste donner un quitus à Areva pour leur dire tout simplement que des activités minières n'ont pas provoqué des maladies chroniques. C'est une lourde responsabilité. Là, je fais un appel au pouvoir public, vraiment de prendre à bras le corps cette question de pollution de l'environnement et de prendre à bras le corps aussi vraiment cette situation dramatique des Nigériens qui ont donné leur âge, la fleur de l'âge à leur pays et qui ont travaillé dans ces mines-là, aujourd'hui, qui sont jetés comme des pots de banane et qui vivent des drames individuels avec parfois des dislocations des familles, etc. Maintenant, autre chose quand même qu'il faudra relever toujours en ce qui concerne ces problèmes liés à l'exploitation de l'uranium, c'est que on ne peut pas continuer aujourd'hui à faire une politique de l'autruche. En tout cas du point de vue environnemental et du point de vue sanitaire. Si aujourd'hui l'ITIE a eu le courage de rendre public quand même ce que je dirais, la modique somme qui nous vient de l'exploitation de l'uranium, vraiment il est temps aussi de voir comment fonctionne l'OSRA pour que l'ensemble des Nigériens, pas seulement les travailleurs, mais tous ceux qui sont dans la zone, puisqu'on puisse en prendre leur santé vraiment dans des meilleures conditions, parce qu'il s'agit quand même de nationaux et l'État doit pouvoir créer les conditions pour qu'on puisse s'occuper de leur santé. On n'a pas le droit de les abandonner à leur triste sort. Vraiment, ça c'est un appel et je pense que la société civile elle-même a eu à dénoncer les différents travers de fonctionnement de l'OSRA. Jusqu'à l'heure actuelle, vraiment, ils travaillent aussi en vase clos et la prise en charge de ces différents malades-là, vraiment, elle n'est pas optimale. Donc, docteur, peut-être pour finir avec vous, une dernière question. Et les organisations de la société civile signataires de la déclaration du vendredi 10 janvier 2014 ont appelé donc à une manifestation le 25 prochain. Et un mot par rapport à ça, un appel à la mobilisation? Oui, un appel à la mobilisation. Cet appel à la mobilisation, d'abord, je voudrais dire que le président de la République, à travers ses vœux, a annoncé qu'il allait tout faire pour que les Nigériens rentrent dans leurs droits en ce qui concerne les exploitations minières. Donc je voudrais quand même que ça se traduise dans les faits et que à travers ces négociations, le fruit de ces négociations-là soit vraiment réellement bénéfique pour le Niger. Deuxièmement, il y a un petit aspect que les gens oublient. Durant la transition, parce que pendant la transition, on a connu quand même 2 ministres des mines, eh bien, il faudra aussi qu'on observe un peu ce qui s'est passé durant cette période-là. Énormément de permis ont été donnés, on ne sait pas dans quelles conditions, et aujourd'hui, l'ensemble du sous-sol nigérien est partagé entre des compagnies étrangères. Ça aussi, je pense qu'il faudra quand même qu'on jette un coup d'œil sur la nature de ces permis-là, que j'appelle carrément, c'était une période que moi j'ai appelée une offre publique d'option. Ils avaient décidé quand même de vendre des permis à tout vent. Et vraiment aujourd'hui, nous sommes surpris de l'étendue et de la quantité de permis qui ont été donnés et on ne sait même pas dans quelles conditions réellement. Aujourd'hui, des gens ont fait même base sur ces permis-là. Maintenant, l'appel, la mobilisation. Cet appel, la mobilisation, c'est tout simple. Nous demandons tout simplement le respect de la Constitution et le respect du code minier nigérien. L'ensemble des Nigériens doivent se mobiliser pour qu'il en soit ainsi. Il n'y a pas d'autre issue possible que le respect des lois et des règlements
qui nous régissent. On ne peut pas faire des concessions à Areva ou à une autre compagnie minière dans le cadre de l'exploitation de nos ressources. Tout doit se faire dans un cadre légal et réglementaire. Merci, Dr Hima Maman. Je rappelle que vous êtes membre de l'ONG Agir Iman, une ONG active dans le domaine des industries extractives au Niger. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La suite de cette édition, concert live hier au Palais du 29 juillet de Niamey, un concert de la troupe Anachua de Habsou Garba, un concert de vernissage de 7 albums du groupe de la cantatrice. Ces fans ont répondu massivement hier, nous rapportent Youssouf Omar et Ibrahim Aboudou. Du jamais vu au Niger, cet album verni en même temps. La troupe Anachua de la diva Habsou Garba entre ainsi dans les plus belles histoires de la musique nigérienne. Dans les albums vernis de la troupe, que des titres captivants et éducatifs, à savoir dans la vie, tout est possible. Ou encore le mariage forcé. Plus d'une dizaine de titres chantés, la cantatrice Habsou Garba et sa troupe ont chauffé la salle du Palais du 29 juillet. Les fans ont adoré. Je trouve que c'était très beau. Ce n'était pas surprenant, la connaissant, sachant que c'est une femme combattante et qu'elle a fait de son mieux. Faire le vernissage de cet album, c'est du jamais vu au Niger. Bon, alors je lui dis du courage et ce n'est que le travail qui paie, donc la persévérance de continuer. C'est une femme que j'apprécie beaucoup, alors je suis de tout cœur avec elle. La cantatrice remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Le niveau de la qualité du concert est impeccable. Le professionnalisme hier, le ministre de la Culture nigérienne s'est dit impressionné. Habsou Garba et sa troupe peuvent vendre l'image du Niger à l'extérieur. Aussi, plusieurs artistes invités à ce concert ont eux aussi égayé le public. De la culture au sport, c'est juste un pas dans la perspective du championnat national de judo et du championnat d'Afrique de judo des cadets et juniors que le Niger va abriter en 2016. Une compétition de judo a été organisée ce matin au club de judo de la rive droite. 2 clubs de la capitale ont participé à ce tournoi. Compétition de mise en jambe des jeunes judokas nigériens. Elle vise 2 objectifs. D'abord, préparer le championnat national que la fédération nigérienne entend organiser bientôt, et puis le championnat d'Afrique de jeux, et puis le championnat d'Afrique des juniors et cadets 2016 que le Niger va abriter. Bon, on veut juste mettre nos athlètes en jambes pour pouvoir affronter le championnat national cadet que la fédération compte organiser bientôt. Bon, d'abord, on a une échéance capitale que le Niger va organiser le championnat d'Afrique junior et cadet 2016. C'est dans cette lancée que nous avons eu l'idée de préparer nos cadets et nos juniors pour affronter l'échéance future, c'est-à-dire le championnat d'Afrique qui se tiendra au Niger en 2016. Pour pouvoir,
défendre valablement les couleurs de notre pays. Mettre des athlètes nigériens au vert dans le souci d'enregistrer des bons résultats, c'est le souhait des organisateurs de ce tournoi. Nous voulons vraiment avoir des médailles. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on participe pour participer. Non, non. Nous, maintenant, il faut que ça change. Nous voulons vraiment avoir des médailles, faire le podium lors de cette compétition, c'est-à-dire le champion d'Afrique junior et cadet 2016. Bon, pour le moment, les difficultés, comme vous le savez tous, le sport au Niger, il n'y a pas beaucoup de sponsors. Sinon, il n'y en a même pas pour le moment, pour nous quand même. Mais il n'y a que la fédération qui nous a appuyés dans ce sens. Cette compétition destinée aux jeunes judokas de Niamey a enregistré la participation de 2 clubs de la capitale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de ce dimanche 12 janvier 2014. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Au revoir.